Bonjour, bonjour. Je laisse les autres participants entrer, mais comme je l'ai expliqué juste avant en introduction, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous mettiez en un message votre nom, votre prénom, le nom de votre entreprise et votre stade de développement, s'il vous plaît. D'accord. Donc, on a Dame Diaye qui nous dit que son entreprise, c'est chaque jour un CV qui est à l'étape de prototypage. OK. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Eh bien, ce serait intéressant aussi qu'ils ajoutent le nom de leur école ou université. Ah, Comme d'accord. ça, En oui, effet. oui. En effet, donc à ce message-là, du coup, je reprends pour les personnes qui n'étaient pas là. Donc, ce que je demande de faire, c'est d'ajouter par message le nom, votre prénom, le nom de votre entreprise, votre université et votre stade de développement, s'il vous plaît. On va laisser les autres personnes entrer, ensuite on va démarrer parce qu'on a tout juste 1h30, c'est très court, mais je pense que ce sera suffisant. Ok, super. Dame Diaye, du coup, c'est de l'ISM. Fatou Bintou Badiane qui nous dit donc Fatou Bintou Badiane, UVS, Terangalek, stade de développement, prototypage. Abdoulaye Diop, pardon, UGB, Balal Eco, production d'emballage biodégradable, étape prototypage. Ok, intéressant. Super, super. On va attendre encore, je pense, 2-3 minutes. Ensuite, donc, bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Je ne me suis pas présentée d'ailleurs. Je suis Adia Yako. Je vais dérouler la formation aujourd'hui. Je suis de l'équipe Concret et ce que je demande de faire en introduction, c'est d'éteindre vos micros et de mettre dans la conversation un message avec votre nom, votre prénom, le nom de votre entreprise, votre université et le stade de développement auquel vous êtes actuellement. Voilà. Donc, il n'y a que 3 personnes qui ont répondu au message, à la requête plutôt. Je ne sais pas pour les autres. Bintanium de l'EPT. La startup, c'est Dame Nature, donc production de biogaz et d'engrais et étape à la recherche de marché. Ok, très bien, merci. Alors, je pense qu'on va commencer. On est déjà une petite vingtaine là, donc on va démarrer.
on a Thomas Mendy de l'UGB, le projet c'est WAPIN. Kabir Badarou, étudiant à l'ESP, et le projet c'est de valorisation de la langue. Je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Donc, on va partager mon écran. Une fois de plus, règle de base, je vais vous demander de bien vouloir éteindre vos micros pour ne pas qu'il y ait d'interférence pendant la séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de discussion. Ce sera plus simple pour moi de les regarder pendant ou après la présentation. Et juste après ma présentation, qui devrait durer, j'espère, moins d'1 heure ou 1 heure maximum, je vais laisser ma collègue Hyundai, qui est parmi nous, qui va présenter en fait les livrables qui devront. Enfin, je vais présenter les livrables plutôt, et elle va montrer sur Let's Go quelles seront les tâches que vous allez devoir réaliser d'ici la prochaine séance et en lien avec cette thématique-là. Peut-être dernière chose en termes d'interaction, qui sait aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler? Si vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, je vous invite à mettre un pouce, un pouce plus comme ça. Et ceux qui ne savent pas, je vous invite à mettre l'emoji surpris avec la bouche ouverte. Alors, Tom ne sait pas encore de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Kabir sait un petit peu, je pense. Donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, comme j'expliquais, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros, de mettre dans la boîte de discussion le nom de vos entreprises, votre nom, votre prénom, le nom de votre entreprise, le nom de votre université et votre stade de développement. Et ce que je demandais à l'instant, c'est de mettre un pouce levé si vous savez de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui et un emoji surpris si vous ne savez pas encore de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. D'accord. Donc on a beaucoup de gens. Enfin, sur 4 réactions, on en a 3 qui ne savent pas de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. De la ZISEC, oui. Sylvestre, j'avais déjà vu. D'accord. Dans tous les cas, on va revenir là-dessus ensuite. Alors, vous me dites si vous voyez mon écran. Je pense que oui, il doit être partagé. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des micros qui sont allumés. Est-ce que vous pouvez éteindre les micros, s'il vous plaît? Super. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je m'appelle Adrienne Yako, je suis directrice des programmes d'accompagnement chez Concret. Et la séance qu'on va faire aujourd'hui porte sur les techniques de test et de validation de son marché. Donc, pour la plupart, et d'après ce que j'ai pu voir dans les messages, vous êtes à peu près tous à la phase de conception, à la phase de test dans un sens. Et il est hyper important, avant de pouvoir se lancer sur des productions à grande échelle, ou bien même de partir sur un produit totalement fini, de pouvoir de valider son marché. Il y a des techniques très, on va dire, accessibles
qui permettent de le faire. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers cette séance. Je vais vous demander une fois de plus de bien vouloir éteindre vos micros. J'entends des micros allumés. Je vais vous mute. Voilà. Alors, c'est bon, tout le monde est mute. Merci. Donc, une citation de moi. Mais en gros, il est pour moi fondamental d'aller à la rencontre de ces futurs utilisateurs avant de concevoir un produit ou un service. Pourquoi? Parce que si on prend, et c'est des expériences qu'on a déjà eues et rencontrées, on a souvent été confronté à des entrepreneurs qui avaient un processus de développement de leurs produits ou de leurs services où dans lequel, en fait, à aucun moment, ils n'entraient en contact avec les clients potentiels. Donc, ils avaient la certitude qu'ils connaissaient les besoins de leurs clients en se disant, bon, moi, par exemple, si je prends l'exemple d'une solution innovante, par exemple, je prends l'exemple que je connais et qui existe, une douche écologique. Donc, on a des entrepreneurs qui sont dans un programme Young Water Fellowship qui ont en fait développé une solution qui permet de pouvoir utiliser et réutiliser de l'eau. Allô? Il y a des micros allumés. Aline Ici, il n'y a rien. Gomez, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Oui. Allô? Je vais... Ouais, s'il vous plaît, les micros. Donc, je disais que donc, ce sont des entrepreneurs qu'on a rencontrés dans le cadre d'un programme Young Water Fellowship qui ont travaillé durant apparemment 2 ans sur cette solution pour faire en sorte que cette solution soit techniquement viable. Donc, ce qui s'est passé, ils ont eu à travailler dessus pendant 2 ans, mais au cours de ces 2 ans, à aucun moment, ils ont eu à rencontrer en fait ou à discuter avec les clients potentiels de leur solution en se disant que c'est une solution qui allait forcément être acceptée par tous et qu'il est évident que celle-ci allait être acceptée parce qu'elle répond à une problématique d'économie d'eau et que tout le monde serait a priori intéressé. Sauf qu'en allant sur le marché dans le cadre du programme du coup Young Water Fellowship, ils se sont très vite rendus compte qu'en termes de désirabilité, la solution avait certaines problématiques du fait que les personnes ne sont pas forcément très à l'aise à réutiliser une eau avec laquelle ils se sont déjà lavés et que surtout, ça posait aussi une problématique, on va dire, éthique dans laquelle, étant donné que pour cette solution-là, la cible était les étudiants, pourquoi est-ce que ce seraient les étudiants, en l'occurrence de l'UGB, qui devraient se laver avec une eau recyclée et pas d'autres personnes? Est-ce que derrière, il n'y aurait pas un problème de perception et de dévalorisation de ces personnes-là? Donc, c'est, ça a été intéressant pour eux d'avoir en tête ces apprentissages-là, mais il y a aussi un côté qui est un peu dommage, c'est de se dire que durant ces 2 ans-là, s'ils avaient pu interagir avec des clients, allô? Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, s'ils avaient pu interagir avec les clients 2 ans avant, ils auraient pu se rendre compte qu'il y a une problématique de désirabilité qui se pose et ils auraient pu améliorer celle-ci. Donc, très important, comme je l'ai dit, d'aller à la rencontre de ces futurs utilisateurs avant de concevoir un produit ou un service. Si aujourd'hui vous êtes à l'étape de conception ou à l'étape d'étude de marché, vous faites très bien. Cette séance arrive au bon moment parce que vous allez pouvoir avoir les outils qui vous permettront de pouvoir parler à ces utilisateurs sans pour autant aller leur demander une question classique que tout le monde fait. Est-ce que vous allez acheter mon produit ou mon service? On est au Sénégal. Tout le monde va vous dire qu'ils vont le faire, mais derrière, est-ce que vous avez vraiment des éléments tangibles qui vous permettent de vous conforter sur le fait que ces personnes vont acheter votre solution ou pas? D'accord? Donc, les objectifs de ce module
seront les suivants. De pouvoir s'assurer de la bonne compréhension des besoins du client. Le second élément qui va être important, ça va être de capturer l'existence et l'importance d'un besoin. Donc, on va voir tout ça tout à l'heure à travers différentes techniques. De démontrer l'existence d'une demande et le potentiel d'une solution. Et enfin, de pouvoir orienter le développement de fonctionnalités supplémentaires grâce à cette découverte clientèle que vous allez effectuer sur le marché. Donc, une seconde question que je vais vous poser, et je vous demande peut-être de réagir à travers les réactions. Qui d'entre vous a déjà eu à parler à ses futurs utilisateurs ou ses futurs clients? Ceux qui ont déjà eu à le faire, je vais vous demander de mettre le pouce. Et ceux qui n'ont pas eu à le faire, je vais vous demander de mettre une fois de plus l'emoji qui est surpris. On pourrait faire ça très très rapidement, juste histoire que je sache un peu. Donc, dans la conversation, je vois que Fidèle a mis un pouce. Là. Dame Ndiaye a mis un pouce. Super. Donc, à travers ce pouce-là que vous mettez, je suppose que vous avez déjà eu à parler avec vos futurs utilisateurs ou en tout cas vos futurs clients. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Je vais essayer de voir pour les autres. Est-ce qu'on a d'autres réactions? D'accord. Donc, en tout cas, pour les 5 premiers, je peux voir que vous avez déjà eu à interagir avec vos premiers clients ou en tout cas futurs clients. Très bien. Alors, on va passer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce si important de comprendre ses clients? Parce que l'utilisation d'un produit ou d'un service s'inscrit en fait dans le comportement d'un consommateur. Donc, ce que ça veut dire cette phrase, c'est que aujourd'hui, une personne ne va pas utiliser quelque chose simplement pour l'utiliser. Elle l'utilise parce que derrière, permet de répondre à un besoin auquel elle est confrontée et surtout, elle s'inscrit dans un contexte et dans un comportement. D'accord? Par exemple, si aujourd'hui, un besoin tout bête, qui est le besoin peut-être de manger, dépendant du contexte, dépendant de l'environnement dans lequel vous serez à ce moment-là, ou dépendant de votre capacité économique, vous n'allez pas vouloir / pouvoir manger ce que vous voulez. D'accord? Si par exemple vous êtes, je ne sais pas, en ville et qu'autour de vous, il y a des fast-foods, vous allez peut-être plus vous orienter vers je sais pas, le fast-food. En tout cas, en termes d'accès, c'est ce à quoi vous avez peut-être le plus accès. Et puis, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, qui est peut-être de manger rapidement et pour pas cher, l'alternative qui va se présenter à vous, ça va être le fast-food. Alors que peut-être si vous êtes dans un contexte dans lequel vous êtes dans une zone où il n'y a pas forcément accès à ces solutions-là, le fast-food, et qu'en termes de capacité, on va dire, économique, vous ne l'avez peut-être pas sur le moment, vous n'allez pas choisir cette solution-là à ce moment donné. D'accord? Donc, une fois de plus, très important d'intégrer à l'esprit que l'utilisation d'un produit ou d'un service, il s'inscrit dans le cadre d'un contexte. Okay? Donc, c'est super important de pouvoir l'avoir en tête en tant qu'entrepreneur parce que d'un contexte à un autre, les besoins ne seront pas les mêmes. Il ne suffit pas juste d'identifier un besoin pour se dire parce qu'il y a ce besoin-là, ma solution correspond forcément. Non. Des fois, c'est beaucoup plus complexe et il y a tout ce contexte qu'il faut pouvoir prendre en compte. Il y a également le fait qu'un produit ou un service, comme je l'ai dit tout à l'heure, apporte une solution. Aujourd'hui, vos clients potentiels ne vont pas juste utiliser votre produit ou votre service pour vos beaux yeux. Ils vont le faire parce que derrière, ils ont le sentiment que ça leur apporte quelque chose, un bénéfice, qu'il soit fonctionnel, social ou émotionnel. D'accord? Aujourd'hui, on n'achète pas forcément des iPhones on n'achète pas forcément des iPhones pour avoir un iPhone dans les mains. On l'achète parce que derrière, on a le sentiment qu'on répond à des besoins fonctionnels, qui est peut-être de pouvoir prendre des photos de bonne qualité, de pouvoir être connecté constamment. On le fait aussi parce que d'un point de vue social, on a la perception qu'on va être perçu comme étant une personne, je ne sais pas,
socialement affiliés à une catégorie de personnes qui se veulent être innovants, etc. Et peut-être aussi, d'un point de vue émotionnel, c'est peut-être rassurant pour ces personnes-là de se dire que la nuit, elles ont un iPhone à côté d'elles. D'accord? Donc, voilà un petit peu les deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est que quand on pense à comprendre le besoin de ses clients, il faut penser au contexte, à différents facteurs qui vont intervenir. Et il faut surtout avoir en tête qu'aujourd'hui, les clients ne vont pas acheter votre produit ou service simplement pour vos beaux yeux. Une satisfaction et un bénéfice fonctionnel, social ou émotionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de discussion. Donc, dans ce cadre-là, comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, quand on lance un produit ou un service, il est hyper important de passer par cette phase d'étude de marché, en tout cas de découverte de marché. Pourquoi? Parce que ce sont toutes ces informations-là qui vont vous permettre d'orienter votre projet et de pouvoir déterminer s'il y a un réel potentiel pour votre produit ou votre service. D'accord? Donc, l'étude de marché, ce n'est rien d'autre qu'une analyse qui capture l'offre et la demande sur le marché dans le but de démontrer la pertinence et la viabilité d'un projet. D'accord? En d'autres termes, c'est cette étude-là c'est cette analyse, c'est cette enquête que vous allez réaliser sur le marché qui va vous donner des informations clés qui vous permettront de savoir si aujourd'hui ce pourquoi vous voulez vous lancer a un potentiel. Et ce potentiel-là peut être déterminé par l'importance du besoin, l'urgence du besoin aussi, sa récurrence, etc. D'accord? Donc, quand on fait des études de marché, il y a deux approches. L'approche quantitative, dans laquelle vous allez collecter des données à travers peut-être des études qui ont déjà été réalisées sur Internet, et qui ont été publiées sur le net, des données qui existent du coup et qui permettent de pouvoir, on va dire, capitaliser ou obtenir des données quantitatives. Donc, ça va être sur la fréquence, ça va être sur le volume, ça va être sur le pouvoir d'achat. Donc, c'est ça dont on parle quand on parle de données un peu quantitatives. C'est que vous allez obtenir des données sur un grand nombre. D'accord? Et le fait d'obtenir des données sur un grand nombre peuvent vous conforter sur on va dire la, la fiabilité ou l'importance d'un problème. Si je prends par exemple l'exemple j'ai dit deux fois l'exemple, excusez-moi, mais alors, Oumar Anne qui nous dit bonjour, je m'efforce à participer, mais je suis souffrant. J'espère que ça ira et il ne faut pas hésiter, si tu as des questions, à nous les mettre dans la boîte de discussion. Donc, ce que je disais, c'était en termes de données quantitatives. Voilà. Les données quantitatives s'obtiennent généralement à travers des sondages que vous allez peut-être envoyer, des recherches documentaires que vous allez effectuer. Et le fait de parler à beaucoup de personnes, vous allez avoir un certain nombre de données qui vont vous permettre de définir des tendances. Par exemple, si vous parlez à, je ne sais pas, vous envoyez des sondages à 150 personnes, ou vous allez sur des données qui ont été réalisées par l'ANSD sur un échantillon de 2500 personnes, le fait de savoir que sur 2500 personnes, 70% d'entre eux sont OK pour acheter de la salade au Auchan, ça vous donne quand même des éléments tangibles et fiables pour vous dire que si jamais aujourd'hui je lance une production de salade, je vais le vendre à Auchan parce que en parlant à 2500 personnes, 70% d'entre eux ont dit qu'elles l'achetaient là-bas. Vous voyez? Donc, c'est un bon moyen d'avoir des données quantitatives sur le pouvoir d'achat, sur la fréquence et sur le volume. Par contre, ce n'est pas une méthode qui vous permet forcément d'aller en profondeur par rapport à la compréhension des besoins. Pourquoi? Parce que je prends un exemple tout bête. Quand on fait un sondage aujourd'hui, vous allez poser des questions généralement très génériques. Est-ce que vous faites ça? Oui ou non?
entre 0 et 5, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous notez ça? On va vous donner une note, mais en termes d'interprétation, ça va être parfois très compliqué et ça ne va pas vous permettre de comprendre une fois de plus en profondeur les besoins des clients. Par contre, on a une autre méthode qui est du coup la technique, les techniques de capture qualitative, où là, vous allez parler à un nombre beaucoup plus réduit parce que vous n'allez pas pouvoir faire 2500 entretiens avec des personnes. Vous allez probablement en faire avec une dizaine ou une vingtaine. Et ces entretiens-là, donc ces échanges, vous permettent de beaucoup plus aller en profondeur par rapport à la compréhension des besoins. Donc, c'est un bon moyen aussi d'avoir des données parce que dans certains secteurs, je pense pour la plupart des secteurs au Sénégal, c'est très difficile en fait de faire des recherches documentaires et d'avoir accès à des données par rapport à un secteur ou un sous-secteur. Par exemple, si je pose la question, enfin, si je m'intéresse au secteur de l'agriculture et que je veux en particulier savoir peut-être dans la région de la Casamance, quel est le taux de perdition, on va dire, des mangues chaque année. Vous allez avoir des données globales sur peut-être le Sénégal. Vous allez avoir peut-être des données aussi sur la Casamance il y a 5 ans, mais ça va être très compliqué d'avoir accès à des données récentes et en phase avec votre projet. L'inconvénient, par contre, des techniques qualitatives, c'est qu'elles ne vous permettent pas forcément de traiter beaucoup de données. Et ce n'est pas le but de toute façon, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important, dans l'étude de marché, d'avoir ces deux approches. Une approche quantitative, dans laquelle vous allez essayer d'avoir des données sur du nombre, du chiffre, donc pour le pouvoir d'achat, pour la fréquence, pour le volume, etc. Et de l'autre côté, les données qualitatives où vous allez interagir directement avec les clients potentiels pour essayer de comprendre l'intensité d'un problème, chose qu'on ne peut pas forcément faire quand on a des données quantitatives. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Si vous en avez, je vous demande une fois de plus de les mettre dans la boîte de conversation. Si je parle vite aussi, n'hésitez pas à me le signaler parce que je ne m'en rends pas forcément compte. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux approches. L'approche d'études de marché à travers des études quantitatives. Donc là, on va chercher sur Internet les données, on va faire des sondages. Et on a l'autre approche qui est qualitative. Et donc, pour ça, et c'est une approche que je vous suggère à tous, quel que soit votre stade de développement, c'est de vraiment utiliser les méthodes d'études de marché qualitatives pour comprendre le besoin de vos clients. Parce que dans le cas de la startup que j'ai évoquée tout à l'heure, ils ont probablement dû faire un sondage qu'ils ont envoyé peut-être à une cinquantaine de personnes, mais en termes de fiabilité des données, il faut pouvoir se poser la question, est-ce que les données qui ont été communiquées sont fiables? Pourquoi? Parce que je pense que même vous, vous avez déjà été confronté à cette situation-là. Vous avez des personnes qui sont autour de vous, qui ont besoin d'avoir des données pour un sondage, pour un questionnaire. Ils vont vous presser pour le faire. Vous n'êtes peut-être pas forcément la cible de ce questionnaire-là. Et deux, on vous a un peu pressé pour le faire. Vous répondez pour répondre, mais en termes de données, vous n'êtes pas, c'est pas des données très fiables, d'accord? Donc, je pense qu'on a tous été au moins une fois dans cette situation où un ami vous a demandé de remplir son formulaire parce que il a une étude et que derrière, il a besoin d'avoir des informations, mais derrière, vous n'êtes pas intéressé par l'étude en question et du coup, vous répondez n'importe comment, d'accord? Donc, raison pour laquelle, et j'espère qu'à l'issue de ce call, ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou bien même ceux qui l'ont déjà fait, vont renouveler l'exercice qui va être de s'entretenir avec les clients potentiels pour essayer de comprendre l'intensité du problème auquel vous vous attaquez. Une fois de plus, dans ce que je viens de dire, je n'ai pas dit vous allez voir les clients potentiels pour leur présenter votre produit ou votre service. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait comprendre l'intensité du problème discuter avec eux pour comprendre à quel point le problème auquel vous vous attaquez, donc le problème commun que vous avez, si aujourd'hui vous produisez de la salade bio, la problématique c'est
l'offre sur le marché de salade qui n'est pas forcément bio, qui n'est pas forcément écologique, etc. C'est de comprendre en fait à quel point c'est grave pour cette personne-là de ce problème. OK? Gaël, exprimez ce que vous Hah? pensez, s'il vous plaît. Di sama ko sa ketok. Hop là, on va couper. Hop. Alors, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, l'interview client, donc c'est un format dans lequel une personne s'entretient avec une ou plusieurs personnes de manière formelle ou informelle pour échanger sur un ou plusieurs thèmes. Donc, si je prends l'exemple de la personne qui produit des salades, aujourd'hui, c'est parler à des personnes que j'ai identifiées comme étant des clients potentiels. Moi, parmi mon segment de clients, j'ai visé les ménages qui sont basés sur Dakar et qui aujourd'hui achètent leurs produits, je dis au hasard, sur les étals du marché et qui n'ont pas forcément le sentiment que ces produits sont très qualitatifs gustativement et aussi d'un point de vue nutrition, ce genre de choses, d'accord? Donc, à eux, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'ils font, comment ils achètent leur salade, pourquoi ils achètent ça, vous allez directement parler avec eux. Parce que si vous le faites à travers un questionnaire, les questions vont être trop longues et puis les gens ne vont clairement pas passer plus de 2 minutes 30 sur un questionnaire. OK? Donc, l'entretien client, c'est très important parce que ça vous permet de pouvoir, en étant en face de ces personnes-là, en interagissant avec eux, de manière formelle ou non, hein, dépendant de ce que vous proposez, vous allez pouvoir voir ce que la personne voit, ce qu'elle entend et surtout ce qu'elle vous dit. Et ces informations-là, vous allez pouvoir les mettre en perspective avec ce que la personne pense. Parce qu'une fois de plus, quand vous parlez avec quelqu'un, il y a ce qu'elle va vous dire et ce qu'elle pense. Exemple, si par exemple je prends, sans entrer trop dans les détails parce que ce n'est pas la question, si par exemple on prend les questions peut-être politiques, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire des choses, mais qui vont faire autre chose. D'accord? Il y a beaucoup de gens aussi qui vont penser quelque chose et dire autre chose. OK? Donc, c'est super important quand on interagit avec les gens de pouvoir distinguer en fait ce que la personne va vous dire, ce qu'elle en pense, ce qu'elle va faire et ce qu'elle ressent. D'accord? Donc, quand vous allez faire ces entretiens-là, euh, vous pourrez peut-être orienter les questions de telle sorte que vous êtes en mesure de pouvoir savoir que, alors, cette personne dit qu'elle fait X, Y, Z, mais en réalité, elle fait, par exemple, je n'arrive pas à dire par exemple, mais j'ai plein d'exemples en tête, en fait. Mais vous avez une personne qui vous dit que elle prend le bus tous les jours et que voilà, elle arrive toujours à l'heure et qu'elle est très ponctuelle, etc. Bon, en réalité, cette personne, dans les faits, elle prend peut-être pas forcément tous les jours le bus parce qu'elle ne voulait pas vous dire qu'elle prenait d'autres moyens de transport, qu'elle marchait souvent, etc. Et surtout, ce qu'elle va penser, c'est que peut-être elle va peut-être vous dire que le bus, c'est nul et que voilà, il y a que le, je sais pas, elle va vous dire quelque chose et en fait penser son inverse ou ressentir son inverse, d'accord? Donc ça montre aussi la complexité de l'exercice, raison pour laquelle c'est très important de pouvoir, quand vous faites ces entretiens-là, distinguer ce qui est dit, ce qui est pensé, ce qui est fait et ce qui est ressenti, d'accord? Ensuite, donc, comme j'ai dit, j'espère qu'à l'issue de cet appel et de ce call, vous allez tous sortir de chez vous ou de vos universités et aller en contact avec la cible potentielle que vous avez identifiée dans vos segments de clients et dans votre VPC pour pouvoir valider vos hypothèses que vous avez sur elle. Pourquoi je parle d'hypothèses? Parce que tout simplement, ce que vous pensez de vos clients, tant que ça n'a pas été vérifié, ce ne sont que des hypothèses. D'accord? Alors, il y a Fatou Bintou qui nous dit comment savoir ce qu'elle pense si elle dit le contraire. C'est une bonne question. Vous ne pouvez pas rentrer dans leur tête pour savoir ce que ces personnes pensent, mais peut-être à travers son opinion,
vous allez pouvoir comprendre en fait. C'est-à-dire le fait de demander peut-être que pensez-vous de, qu'est-ce que ça vous inspire ou bien que pensez-vous de telle problématique ou que pensez-vous de peut-être le problème de manière générale, vous voyez. Et le fait de demander son opinion par rapport au problème et de demander à l'opposé ce qu'elle fait, vous allez pouvoir opposer du coup ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. Vous voyez. Est-ce que Fatou Bintou, c'est plus clair en termes d'explication? Parce qu'il y avait du bruit derrière moi, je suis désolée. Alors, donc je vais poursuivre. Donc, dans cette phase de découverte clientèle, il va y avoir 4 étapes qui sont fondamentales pour pouvoir découvrir et valider le besoin de vos clients. D'accord? Donc, la première, ça va être formuler des hypothèses à vérifier. La deuxième, ça va être de réfléchir au format de la découverte. La troisième, ça va être de mener les entretiens clients. Et la quatrième, ça va être d'analyser les résultats et prendre des actions. D'accord? Donc, pour formuler des hypothèses, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une hypothèse, c'est une information que vous allez souhaiter valider ou invalider auprès de vos clients potentiels. D'accord? Donc, c'est très important aussi de pouvoir formuler des hypothèses qui sont précises, qui sont mesurables et surtout qui sont cohérentes. D'accord? Exemple. Une formulation d'hypothèse qui est incorrecte, c'est de dire les Sénégalais ne paient pas la livraison. Parce que ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup aussi. Par exemple, quand vous allez proposer un produit ou un service et qu'il y a quelque chose qui a trait à la livraison, vous dites non, mais les Sénégalais, ils n'aiment pas payer la livraison, etc., etc. Déjà, ça, en termes de formulation d'hypothèse, c'est faux parce que c'est extrapoler une situation et un fait sur toute une population. C'est faux. Deux, c'est faux parce que si les Sénégalais ne payaient pas les livraisons, il n'y aurait pas autant de services de livraison. Donc, c'est faux. Et la troisième chose qu'il faut pouvoir déconstruire à travers cette hypothèse qui est mal formulée, c'est de dire que les Sénégalais déjà paient la livraison parce qu'il sinon il n'y aurait pas de service de livraison. Et à quel point est-ce que les Sénégalais sont prêts à payer pour la livraison? C'est peut-être ça en fait l'enjeu, d'accord? Donc c'est pas tant de dire vous essayez de valider le fait que les gens ne vont pas payer, mais c'est plutôt de dire jusqu'à quel stade est-ce que les gens sont-ils prêts à payer? Parce qu'ils le font, d'accord? Donc, une formulation qui peut être corrigée par rapport à cette hypothèse, c'est de dire mes clients jugent excessif de payer 3 000 francs une course de livraison. Ça, c'est quelque chose qui peut être validé ou invalidé. Mais le fait de dire les Sénégalais ne paient pas la livraison, ça, quelque part, c'est quelque chose qu'on peut naturellement invalider et balayer du revers de la main parce que aujourd'hui, si les Sénégalais ne payaient pas la livraison, il n'y aurait pas de service de livraison. Et je pense que vous voyez tous autour de vous que depuis la Covid, il y a énormément de personnes qui se lancent sur ce segment de livraison-là. D'accord? Par contre, tous, entre guillemets, les Sénégalais, ou bien vos segments de clients ne sont peut-être pas tous prêts à payer 3 000 francs une course de livraison. Ils sont peut-être même pas prêts de payer 2 000 francs une course de livraison. D'accord? Donc, l'enjeu, c'est de savoir justement quel est ce degré, quel est ce seuil qu'il ne faut pas dépasser pour une course de livraison. Quelqu'un veut intervenir? Couper les micros. Je vous demanderais de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît, si vous n'intervenez pas, parce que ça casse la concentration, s'il vous plaît. Et enfin, comme autre type de formulation qui est incorrecte, ce serait pour moi de dire que les Sénégalais n'achètent pas en ligne. Une fois de plus, c'est faux, parce qu'il y a des plateformes qui existent aujourd'hui qui proposent des sites e-commerce, donc là, des produits à acheter en ligne. Et surtout, une fois de plus, là, on a un problème, enfin pour moi, il y a un problème de formulation sur le segment. On dit les Sénégalais. Les Sénégalais, pour moi, ce n'est pas un segment, d'accord? C'est potentiellement un marché, mais ce n'est pas un segment. Un marché, c'est très large et tous les Sénégalais Enfin, on peut pas dire un Sénégalais comme cette expression du Sénégalais lambda. C'est quoi un Sénégalais lambda? Pour moi, ça n'existe pas. On a différents types de Sénégalais qui ont différents
contexte et typologie. Il faut pouvoir être précis par rapport à ça. Donc ça, cette formulation d'hypothèse, elle est incorrecte parce qu'elle n'est pas assez précise. Et puis surtout, on peut la balayer du revers de la main, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, il y a des sites de e-commerce qui existent. Par contre, ce qui peut être intéressant à tester comme hypothèse, c'est de savoir est-ce que mes clients, donc le segment de clients que je vise, utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux pour acheter des articles que des sites e-commerce. Ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de valider à travers une interview en demandant aux gens si parmi elles, déjà, elles ont l'habitude d'acheter en ligne et si elles achètent en ligne, qu'est-ce qu'elles favorisent comme canal d'acquisition ou de distribution. Est-ce qu'elles utilisent les réseaux sociaux pour acheter ou elles utilisent les plateformes de e-commerce? Et à partir de ça, vous aurez des informations qui vous disent, OK, sur peut-être 20 personnes à qui j'ai parlé, 90% d'entre elles achètent la plupart du temps des articles à travers WhatsApp. Donc, par rapport à ça, cette hypothèse sera validée parce que on est en mesure de démontrer que 70% des clients utilisent les réseaux sociaux plutôt que les sites e-commerce. D'accord? Est-ce que vous voyez le raisonnement que j'ai employé? Et est-ce que vous voyez un petit peu la raison pour laquelle il faut être très précis sur les hypothèses à formuler? Je n'ai pas de retour. Je suppose que c'est bon du coup. Donc, les types d'hypothèses à valider durant ce stade d'étude de marché, elles vont être différentes. D'accord? Vous allez avoir des hypothèses sur la désirabilité que vous allez devoir un peu tester. Alors, on a un micro d'allumé. Alors, vous allez avoir 3 types, ou bien 4 plutôt types d'hypothèses que vous allez pouvoir peut-être valider à travers ces échanges avec les clients. Le premier, ça va être sur la désirabilité. Donc, comme je l'ai dit dans mon exemple en introduction, avec les entrepreneurs qui ont produit une solution qui est certes faisable d'un point de vue technique, mais qui en termes de désirabilité ne l'est pas, ça va être de demander en fait, est-ce que vous arrivez à répondre à un besoin qui est pertinent, d'accord? Parce que si vous proposez un produit ou une solution qui ne répond pas forcément à un problème qui est jugé urgent ou pertinent pour le client que vous visez, bah, ils ne vont pas l'acheter en fait. Parce qu'on ne va pas s'embêter à acheter des choses ou à utiliser quelque chose alors que ça ne répond pas à un besoin qui est vu comme étant prioritaire pour moi, d'accord? Donc, les hypothèses qui vont être attestées pour la plupart d'entre vous, je pense, ça va être justement, est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que ce que je fais, c'est cohérent par rapport à ce que mes besoins, à ce que mes clients vivent, à ce qu'ils veulent, etc. OK? Ensuite, il va y avoir des hypothèses sur la faisabilité qui vont devoir être testées. Pourquoi? Parce que si votre produit est désirable, mais qu'au final, en termes de faisabilité, bah, c'est très compliqué d'un point de vue logistique, d'un point de vue des ressources, etc. Vous allez aller nulle part, d'accord? Donc, très important aussi de pouvoir tester ces hypothèses-là. Et ça va être à travers peut-être le fait de poser des questions à des potentiels partenaires ou à des potentiels acteurs qui sont dans le même secteur que vous et pour voir en fait est-ce que du point de vue du marché, c'est quelque chose qui se fait souvent en termes de procédés. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez, comment dire, sur lesquelles vous pouvez euh, avoir une attention particulière au moment où vous lancez votre produit ou votre service. La troisième hypothèse qu'il faudra valider, en mon sens, ça va être sur la viabilité du projet. C'est de se dire, est-ce que la manière dont vous allez, donc ça c'est par rapport au business model, hein, est-ce que la manière dont vous allez dérouler votre activité aujourd'hui vous permet de générer de la valeur? Donc ça, c'est un peu les questions par rapport au pricing ou en tout cas à l'appétence de vos clients à payer pour votre solution. C'est pas de dire est-ce que vous êtes prêt à payer mon produit ou mon service? Parce que, un, ils n'ont pas vu votre produit ou votre service, donc c'est très difficile de pouvoir dire oui, non. Et c'est surtout,
ici, ce qu'il faut essayer de comprendre beaucoup plus, donc, ce n'est pas de poser des questions par rapport à votre produit ou votre service, mais c'est plutôt de comprendre, aujourd'hui, en termes de dépenses, combien est-ce qu'ils dépensent peut-être par mois ou par semaine pour pouvoir résoudre le problème auquel vous vous attaquez. D'accord? Et ça, c'est très différent de poser la question combien est-ce que vous serez prêt à payer mon produit? D'accord? Donc, les questions qu'il faut poser par rapport à ça, c'est plutôt de se demander aujourd'hui, en termes de fréquence ou de volume, combien est-ce que vous payez pour avoir, je ne sais pas, accès à de l'information? Combien est-ce que vous payez pour avoir accès à des produits de qualité? Euh, Selon vous, quel est le montant excessif ou le montant que vous ne paierez pas pour acquérir, je ne sais pas, ces produits de qualité. D'accord? Toutes ces choses-là vous donnent des indications sur le potentiel modèle économique de votre entreprise parce qu'en ayant ces informations-là, vous savez que je ne pourrais pas fixer ce prix-là. Je ne pourrais pas fixer le prix de mon produit de mon service à ce prix-là. Et donc, il y a peut-être la nécessité de retravailler sur ces éléments-là. OK et le quatrième point, c'est aussi par rapport à l'adaptabilité. Donc, c'est aussi de connaître quelles sont les potentielles menaces qui peuvent impacter votre modèle économique. Donc, deuxième étape, donc la première étape, c'est de formuler des hypothèses. OK? La deuxième étape, ça va être de définir le cadre de l'expérimentation, c'est-à-dire quels sont les canaux de communication que vous allez utiliser pour approcher vos clients cibles. D'accord? Si aujourd'hui, vous voulez parler avec eux et que parmi vos segments de clients, vous avez les professionnels B2B, c'est probablement à travers LinkedIn que vous allez pouvoir identifier ces personnes à qui vous allez parler. Okay? Si vous voulez parler aujourd'hui à des agriculteurs, c'est sûrement pas sur Snapchat que vous allez les trouver. Non, c'est sur le terrain directement. D'accord? Donc, dépendant du segment de clients que vous avez, vous allez déterminer en fait quels sont les canaux qui vont vous permettre d'approcher ces personnes-là. Il va falloir aussi déterminer, je pense, dans le cadre de cette enquête, combien de temps est-ce que ça va durer? Parce qu'il ne faut pas que ça dure une éternité, ce n'est pas nécessaire. Il faut que cette étude-là puisse être faite de manière assez, je ne vais pas dire rapide, parce que c'est relatif, mais je pense que une étude de ce type-là, dépendant une fois du type de client que vous avez, ça peut durer quelques semaines, 2 à 3 semaines maximum pour moi. Mais il faut pouvoir le faire de manière très, très, très intense, on va dire. Donc voilà. Quelles sont les activités que vous allez mener pour entrer en contact avec vos prospects? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dépendant de votre activité et dépendant de votre cible, vous n'allez pas interagir avec eux de la même manière. Si vous parlez à des clients B2B, c'est plus facile d'entrer en contact avec eux à travers des mises en relation qui vont être faites grâce à des personnes de votre réseau ou à travers LinkedIn. Si aujourd'hui, votre cible, ce sont les agriculteurs, c'est une fois de plus pas sur Snapchat que vous allez interagir avec eux. D'accord? Et surtout, comment comptez-vous vous organiser en interne pour mener ces tests? Parce que ces tests-là et ces enquêtes clients, elles doivent être réalisées par l'équipe. Je répète, ces enquêtes doivent être réalisées par l'équipe. Ça ne sert à rien de, on va dire, je dirais, c'est pas délocaliser, mais en tout cas, c'est de déléguer cette activité à des personnes qui ne sont pas dans votre projet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en termes d'information, ces informations sont cruciales pour les personnes qui sont dans ce projet-là. Donc, le fait de déléguer ça à des enquêteurs ou ce genre de choses-là, vous allez passer à côté d'énormément d'informations déjà. Et ces enquêteurs-là, ils vont avoir comme objectif peut-être de toucher le maximum de personnes, mais comme je l'ai dit, en termes d'intensité de problème, c'est toujours plus simple si c'est vous qui allez sur place et que vous parlez directement à ces personnes-là que vous envoyez des personnes le faire, parce que en termes même d'interprétation et de perception, il y a énormément de choses sur lesquelles vous allez passer à côté, d'accord? Donc, très important aussi de pouvoir déterminer en interne
Qui est-ce qui ira peut-être dans telle zone pour parler à tel type de client, qui est-ce qui parlera à tel type de client, etc., etc. Donc, parmi les méthodes qui vous permettent de comprendre le besoin des clients, on a différentes, différentes, méthodologies qui nous permettent de le faire. On a la première qui est se référer aux données existantes. Donc ça, c'est une approche quantitative. En termes de degré de difficulté, bah, ce n'est pas la chose la plus compliquée au monde de le faire parce qu'il suffit juste d'avoir une bonne connexion Internet et surtout les éléments clés pour faire ses recherches. Euh, dans la plupart des cas, comme je vous ai dit, l'accès aux données est parfois compliqué, mais si vous êtes assez malin, vous pouvez avoir accès à des données en lien avec votre type d'activité à travers des rapports qui vont être réalisés par des organisations ou ce genre de choses. D'accord ? On a le limitateur, qui est aussi une technique qui vous permet de vous mettre, de faire en fait ce que votre client cible fait. Exemple, si aujourd'hui je veux proposer une solution qui permet de gagner du temps pour laver les habits, par exemple, qui n'est pas du coup une machine à laver, et que ma cible, c'est les femmes qui font régulièrement la lessive, l'une des choses qui va vous permettre de comprendre l'intensité du problème, ça va probablement être d'imiter ces personnes, donc de faire ce qu'elles font. Si par exemple elles font la lessive, vous allez peut-être faire la lessive. Et en faisant la lessive, vous allez vous rendre compte que, du coup, je me rends compte que je passe beaucoup de temps à faire ça. Ce type de méthode-là, ce n'est pas la plus efficace pour faire la lessive, etc. etc. D'accord ? Donc, mon exemple est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais ce que je veux dire, c'est que la technique de l'imitateur vous permet en fait de faire ce que votre client fait. Et en même temps que vous lui demandez qu'est-ce qu'il ressent en faisant telle activité, vous le faites. Et du coup, vous êtes en mesure de savoir, dans un sens, euh, qu'est-ce qu'il ressent en le faisant. D'accord ? Vous avez aussi la méthode de l'immersion et de l'anthropologie, où là, vous allez vraiment dans le contexte et vous allez dans l'environnement de votre client cible. Si aujourd'hui, votre solution permet aux personnes qui travaillent à Meubus de pouvoir, je ne sais pas, recycler du plastique ou ce genre de choses-là, ce n'est pas en envoyant un questionnaire en ligne à ces personnes-là que vous allez comprendre l'intensité des problèmes auxquels elles sont confrontées. Vous allez devoir aller vous-même à Meubus et observer comment est-ce qu'aujourd'hui les personnes travaillent là-bas, comment est-ce qu'elles recyclent, quel est le processus par lequel elles passent pour pouvoir faire le recyclage. D'accord ? Donc voilà, ça fait partie d'une méthode qui est aussi très, très intéressante parce qu'elle permet vraiment de voir, comme le nom l'indique, immerger certains contextes et vraiment comprendre en fait des choses qui, même si on vous le dit, tant que vous n'êtes pas allé sur place et tant que vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas les ressentir. Ok ? On a le questionnaire en ligne, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est là un format assez classique où vous allez simplement formuler un certain nombre de questions et le transférer à vos clients cibles. Là, la limite par rapport à ça, c'est que si vous voulez avoir des données de qualité par rapport à ça, il va falloir faire un ciblage assez précis par rapport aux personnes à qui vous allez l'envoyer. D'accord ? Parce qu'il ne suffit pas juste de balancer sur Facebook, remplissez mon formulaire, alors que les gens ne peut-être correspondent pas à la cible. À part si vous demandez en amont certains critères démographiques comme leur âge, leur profession, etc. Et c'est en ajoutant ces filtres-là que vous allez pouvoir peut-être plus savoir si c'est en phase avec votre client cible. Vous avez la co-création. On a un micro qui est encore allumé. Je vous demanderais de bien vouloir les éteindre, s'il vous plaît. Sarah Ngan et un iPhone. Voilà. Donc, vous avez aussi la co-création.
qui est une méthode dans laquelle vous construisez votre produit ou votre service avec le client. Ça, c'est plus facile quand on fait de la prestation de service, d'accord? Parce que bah, parce que ça va être sur demande, quoi. Parce que la personne va vous demander de le faire comme ça, vous allez le faire, ok? Pour le produit, c'est un tout petit peu plus compliqué, et en soi pas tant que ça, mais en tout cas, c'est plus simple de le faire. Et l'interview et l'approche journalistique, à l'opposé de l'immersion. L'immersion, vous allez en observation et vous ne dites pas que vous venez en observation. Vous êtes juste dans le bain et vous regardez et voilà. Alors que l'interview, là, c'est beaucoup plus où vous parlez à ces personnes, vous leur posez une série de questions en face-to-face ou peut-être à travers certains outils. D'accord? Donc, pour contacter les prospects, il va falloir dresser une liste de profils à interviewer, naturellement. Et ça, il faut pouvoir le faire en amont du moment où vous allez contacter ces personnes, d'accord? Donc, euh, cette étape de préparation suppose que vous ayez accès au nom, prénom de ces personnes, à leurs coordonnées, qu'elles soient par email ou téléphone, dépendant de votre cible. Et pour pouvoir avoir un maximum de données là-dessus, il va falloir exploiter votre réseau professionnel, votre entourage, et vous assurer que ces personnes répondent bien aux critères de votre cible. Euh, Tout bête, si une fois de plus, votre cible ce sont les agriculteurs, bah, c'est demander autour de vous, est-ce que vous connaissez des agriculteurs à qui je peux parler? Voilà, on va vous donner des noms, des prénoms, voilà, et vous les balancez sur votre liste des personnes à interviewer. On a mis comme nombre indicatif 50 parce qu'on sait que parmi ces 50-là, vous n'allez peut-être pas euh, interagir avec tout le monde. D'accord? Vous n'allez peut-être pas pouvoir parler avec tout le monde. Donc le fait de mettre 50, fait que si même vous parlez à 25, voire 50% de ces personnes-là, vous aurez parlé au moins à 25 personnes. D'accord? Une chose aussi à faire, c'est que parmi la liste des personnes qu'il faut interviewer, vous allez peut-être aussi l'étouffer, cette liste, avec des personnes références, euh, des personnes de référence ou des personnes ressources euh, pour pouvoir comprendre une fois de plus au mieux la problématique. Euh, le même exemple que j'ai pris dans l'agriculture, si aujourd'hui vous avez une solution qui est dans l'agriculture, tout à l'heure il y a une personne qui a parlé d'emballage, les personnes à qui vous allez parler, donc ça va naturellement être les entreprises qui utilisent les PME, les entrepreneurs qui utilisent l'emballage, mais ça va peut-être aussi être des acteurs qui sont déjà dans cette industrie-là pour comprendre un peu comment est-ce qu'elles font sans pour autant que ce soit qu'elles vous révèlent les secrets industriels, quoi. Et enfin, l'autre étape pour entrer en contact avec les prospects, bah, ça va être d'entrer en contact avec ces personnes et leur demander un créneau de rendez-vous, qu'il soit téléphonique ou présentiel. D'accord? Donc, dépendant de votre cible, une fois de plus, les agriculteurs, je pense qu'il faut pouvoir peut-être avoir une approche assez spontanée, donc aller directement sur place et parler avec elles. Par contre, si aujourd'hui vous parlez à des personnes type B2B, des entrepreneurs, des entreprises, des organisations. Là, par contre, il va falloir peut-être entrer en contact en amont et coordonner d'un rendez-vous téléphonique d'une heure ou d'un échange rapide pour avoir ça. Donc, pour élaborer un script d'entretien client, en tout cas pour réussir un entretien client, il faut préalable préparer un script qui sera en fait le fil conducteur de votre discussion pour ne pas arriver pas préparé et en fait à juste parler avec les gens et avoir des blancs ou des éléments qu'en fait auxquels vous allez penser mais à la fin vous êtes passé à côté de quelque chose, d'accord? Donc ce script il sera composé de questions qui vous permettront d'orienter la discussion et qui vous permettront surtout de pouvoir valider les hypothèses importantes que vous avez. Okay. Donc, si on prend l'hypothèse qui a vérifié, qui est de dire que mes clients utilisent régulièrement les réseaux sociaux pour acheter des objets de décoration, euh, ils utilisent plus régulièrement les réseaux sociaux que les sites e-commerce. La question que vous allez poser, c'est quels sont les canaux sur lesquels vous achetez des objets de décoration. D'accord. Vous allez peut-être aussi leur demander de
de classifier par ordre d'importance. Donc, si, par exemple, sur les 15 personnes à qui vous allez parler, les gens vous ont dit en tout premier les réseaux sociaux, après ils vous ont dit les sites e-commerce, ça permettra de valider l'hypothèse selon laquelle les clients utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux que les sites e-commerce. D'accord? Des règles à respecter pendant les entretiens. C'est hyper important d'arriver avec un esprit, on va dire, de débutant. Esprit de débutant, c'est-à-dire vous n'arrivez pas avec des idées toutes faites par rapport aux hypothèses que vous avez. Déjà, parce que c'est contre-intuitif. Si vous avez des hypothèses, c'est que vous n'avez pas de certitude. Et donc, le fait d'entrer en contact avec une personne vous permettra d'avoir des certitudes. Donc, ça ne sert à rien d'arriver avec énormément de certitudes en disant moi je sais que, alors que vous ne savez pas. Si vous saviez, vous n'aurez pas demandé. Donc, adopter une attitude de débutant et vraiment poser des questions les plus ouvertes possibles pour laisser à la personne la possibilité de s'exprimer. D'accord? Parler plus, enfin, écouter plus, parler moins. Là, c'est pas ce que je suis en train de faire parce qu'on n'est pas dans un format d'interview de toute façon. Mais l'enjeu de l'interview, c'est vraiment d'écouter et de découvrir les besoins des clients. C'est pas vous qui allez faire un plaidoyer ou c'est pas vous qui allez essayer de convaincre d'utiliser votre produit ou votre service auprès des clients. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objet de l'interview. Une fois de plus, les interviews clients, c'est beaucoup plus, à cette étape-là, en tout cas, c'est beaucoup plus de s'assurer que vous avez bien compris les besoins de vos clients. Et c'est pour s'assurer de l'intensité du problème confronté. Ce n'est pas un temps durant lequel vous allez les convaincre d'acheter. Okay? Ce n'est pas du tout, une fois de plus, l'objectif. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Troisième point, c'est qu'il faut pouvoir différencier les faits des opinions. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans les hypothèses qui ont été formulées, le fait de dire les Sénégalais ne paient pas la livraison, déjà c'est faux parce que ce n'est pas un fait, ce n'est qu'une opinion. Et cette opinion-là, il faut pouvoir la différencier des faits. Parce qu'il y a ce qu'on va vous dire et ce que les gens pensent. C'est différent, d'accord? Il ne faut pas mélanger les deux, il faut pouvoir faire preuve de discernement par rapport à ce qui se passe et ce que les gens pensent. Il y a des chances que ce que les gens pensent est cohérent avec ce qu'ils font, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Donc, important de l'avoir en tête. Comme je l'ai dit aussi, le but d'un interview, ce n'est pas de vendre, d'accord? Mais c'est d'apprendre. Donc, n'ayez pas en tête qu'il faut à tout prix qu'à l'issue de cet échange avec les clients, que vous ayez voilà, qu'ils achètent vos produits ou vos services. Ce n'est pas le but. D'accord? En tout cas, à ce stade-là. Vendre, vous allez le faire plus tard. Mais là, il faut que vous puissiez valider la compréhension de vos clients. Ce n'est seulement à la fin qu'il faut que vous parliez potentiellement de votre solution. D'accord? C'est une fois que vous avez collecté toutes les informations dont vous avez besoin que vous allez présenter en fait votre solution en disant probablement actuellement je suis en train de travailler sur une solution qui me permettrait de faire voilà, qui me permettrait de répondre à ce problème. Je ne dis pas je propose une solution qui fait ci, ça, ça parce que la solution n'est pas encore conceptualisée donc c'est faux de le dire et surtout si vous dites trop d'informations, si vous donnez trop d'informations par rapport à la solution, enfin, par rapport au produit ou au service que vous allez élaborer, vous allez peut-être aussi biaiser les réponses suivantes, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours parler de sa solution à la fin et pas au début. Vous pouvez peut-être juste introduire en disant que vous faites des recherches sur cette question-là et que vous aimeriez avoir des informations. Et enfin, une chose qui est très importante à faire, c'est de demander des mises en relation pour d'autres entretiens. Parce que c'est toujours plus facile de parler avec des clients ou des partenaires quand vous avez été mis en relation en amont grâce à ces personnes-là. D'accord? Donc, très important d'avoir en tête. Et enfin, la dernière phase, ça va être l'évaluation des enseignements. Donc, après avoir réalisé et après avoir collecté ces différentes données à travers différents canaux, des interviews clients, potentiellement des immersions, potentiellement aussi des sondages,
vous allez pouvoir, déjà, une chose à faire, c'est qu'il ne faut pas oublier de retranscrire les échanges que vous allez avoir et les rassembler dans un tableau, toutes les informations que vous allez avoir. OK? Ce qu'il faut éviter quand on est en entretien client, bon, quand on parle surtout à des cibles type B2C, c'est d'avoir un carnet de notes et que, enfin, ou en tout cas, d'avoir une approche où vous êtes trop sur votre papier et vous écoutez pas. D'accord? Donc, essayez un petit peu de prendre quelques notes, mais surtout de pouvoir enregistrer un maximum d'informations dans votre tête. Euh, Demandez d'enregistrer l'audio. Bon, déjà, il ne faut pas enregistrer à l'insu des gens. Il faut leur demander toujours, parce que c'est des données personnelles. Et dépendant de la cible, des fois, ça peut être perçu comme les gens ne vont pas être à l'aise, en fait, à parler quand ils sauront qu'ils sont enregistrés. D'accord? Donc, il faut pouvoir voir en termes de données où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Donc, à l'issue de ces échanges, vous allez, à l'issue de ces échanges, vous allez pouvoir savoir, en fait, vous allez être en mesure d'avoir des idées beaucoup plus claires de vos clients potentiels. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir qu'avez-vous été en mesure d'apprendre vis-à-vis de vos clients potentiels. Grâce à ces échanges, pardon, vous avez pu savoir que bah, mes clients, ils sont très, ils sont, je sais pas, je dis au hasard, ils sont confrontés à un problème qui est très récurrent parce que YZ, parce que X, Y, Z, d'accord? Donc, à l'issue de ces, il y a un micro qui est allumé. Voilà. Donc, la question qu'il faut pouvoir se poser, c'est du coup, qu'avez-vous été en mesure qu'avez-vous été en mesure d'apprendre vis-à-vis de vos clients potentiels? L'autre question, c'est quelles sont les hypothèses que vous avez pu valider? Donc, en amont de ces échanges-là, vous avez défini des hypothèses et quelles sont celles qui se sont avérées être valides? Donc, quelles sont celles qui sont vraies? Vous allez en avoir un certain nombre. Il y a aussi une autre partie où vous allez avoir des hypothèses qui n'auront pas été validées. Et ce n'est pas un mal en soi, c'est juste très bien de savoir que vous pensiez que vos clients potentiels achètent plus sur les réseaux sociaux qu'en ligne, mais en réalité, à travers les échanges, vous vous êtes rendu compte que c'est l'inverse. Et donc, du coup, cette hypothèse n'est pas validée parce qu'on n'a pas pu la démontrer. La quatrième question qu'il faut pouvoir avoir en tête, c'est comment est-ce que vous allez intégrer ces enseignements dans votre produit ou dans votre solution et quelles sont les prochaines étapes. Exemple, vous avez, à travers des interactions avec des agriculteurs, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, c'est la mise en relation avec ces agriculteurs-là et ces transformateurs. Et du coup, parce qu'il y a un besoin que vous avez sous-estimé, que vous n'avez pas intégré, c'est quelque chose que vous allez intégrer dans votre solution parce que c'est quelque chose qui est revenu de manière très récurrente. D'accord? Et à l'issue surtout de ces échanges-là, il faut se dire comment est-ce que vous allez intégrer ça et surtout, c'est quoi les prochains steps? Parce qu'on ne fait pas juste ça pour parler aux gens, mais derrière, il faut qu'il y ait des actions qui puissent être menées par votre entreprise. D'accord? Donc, quelques outils qui pourront vous aider dans la phase de découverte. Comme j'ai dit, si vous parlez à des clients professionnels, je vous suggère de faire vos recherches sur LinkedIn et d'envoyer des messages sur LinkedIn pour essayer de voir est-ce que vous pouvez être mis en relation avec des professionnels ou est-ce que vous pouvez peut-être interagir directement avec elles. Pour les clients B2C, pardon, n'hésitez pas à exploiter les réseaux que vous avez sur Facebook ou sur WhatsApp. Important par rapport à ça, d'exploiter votre réseau, mais surtout qui correspond en fait à votre cible. Si vous proposez une solution pour des femmes, ça ne sert à rien de demander à toutes les personnes sur vos réseaux, dont des hommes, de répondre à la question parce que c'est pas la cible, d'accord? Vous pouvez aussi planifier vos entretiens
grâce à un outil qui s'appelle Calendly, qui vous permet de pouvoir mettre en ligne un lien et les professionnels, au lieu de leur proposer, vous, un créneau qui vous arrange, c'est beaucoup plus d'être flexible par rapport à leur disponibilité. Ok. Vous pouvez également échanger à travers Zoom et Skype. Skype, je ne sais même plus si ça existe toujours. Mais bon. Vous pourrez discuter, si vous êtes sur cette cible professionnelle-là, à travers des Zooms ou d'autres outils. Et enfin, vous pouvez centraliser les résultats grâce à Google Sheet, qui est un outil, je pense que vous connaissez tous, qui vous permet d'ajouter des éléments de manière collaborative. Donc, si jamais vous êtes 5 à avoir fait cette découverte clientèle, le fait de l'ajouter sur un document collaboratif Google Sheet vous permet de pouvoir centraliser toutes ces informations-là. D'accord? Donc, ça, on va passer. Mais peut-être pour les prochaines étapes, comme je l'ai dit, favoriser les techniques d'immersion et les entretiens clients. C'est super important parce que c'est à travers ce type de canal-là que vous allez pouvoir apprendre le plus possible par rapport à vos clients. Utilisez vos réseaux professionnels pour communiquer sur cette opération de découverte clientèle. Comment vous pouvez publier sur votre sur vos réseaux que vous êtes actuellement en train de faire une étude sur, je ne sais pas, la qualité de je ne sais pas trop quoi. Et au lieu de demander aux gens de remplir le formulaire, vous leur demandez de choisir un créneau dans lequel vous pourrez parler avec elles. D'accord? Parce que c'est plus simple. Enfin, c'est plus compliqué que d'envoyer un sondage. En tout cas, c'est plus compliqué à coordonner, mais en tout cas, vous êtes sûr qu'en termes de fiabilité, vous aurez des données fiables. Parce qu'une personne qui accepte de vous accorder 15 minutes de son temps, bah, c'est plus fiable qu'une personne à qui vous avez balancé un lien et dans tous les cas, elle s'en fiche de ce que vous faites. D'accord? Donc, une chose aussi qu'il va falloir faire, ça va être d'identifier le profil type de vos clients et vraiment de l'avoir en tête quand vous faites cette découverte clientèle. D'accord? Donc, les questions qui vont aussi être très importantes, ça va être de, de comprendre en fait la fréquence d'achat, quelle est la difficulté quelles sont les difficultés qui sont observées dans le processus d'achat, quelles sont les solutions qu'elles utilisent actuellement, qu'est-ce qui doit être fait, etc. À la fin, ça va être d'analyser les résultats à partir des métriques que vous allez avoir. Et surtout, ça va être aussi très important pour vous de coordonner, de conserver les coordonnées pour constituer une base de données clients. Voilà. Donc, j'ai fini ma présentation qui a en fait été faite sur 1 heure, comme je l'ai dit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Et si vous en avez, est-ce que vous pouvez les mettre dans la boîte de discussion? Alors, il y a une question de Lucia qui dit: «Bonjour à tous, madame, j'ai une question. Je viens d'apprendre qu'on parle de notre solution qu'à la fin et non avant. Merci. Du coup, au début, comment on peut débuter pour que la personne comprenne que notre objectif, pour qu'elle sache qu'on ne lui fait pas perdre son temps?» Ok. Alors, d'après ce que vous avez, la question que vous me posez, c'est de dire, et ce que j'ai dit en fait tout à l'heure, c'est que quand vous faites des entretiens clients, il ne faut pas parler de la solution que vous proposez d'abord. Pourquoi? Parce que si vous le faites, vous allez orienter la discussion autour de cela. Et la personne à qui vous allez parler va probablement essayer elle va probablement essayer de répondre dans votre sens. Alors que aujourd'hui, bah, le but, c'est pas d'aller dans votre sens, en fait. C'est pas qu'elle aille dans votre sens, c'est beaucoup plus de comprendre, en fait, ce qu'elle fait. D'accord? Donc, en introduction, vous allez probablement lui dire, vous êtes actuellement en train de faire une étude où vous vous intéressez à la question de si vous proposez une alimentation écologique, je ne sais pas trop quoi, vous dites, vous interrogez et vous essayez de découvrir le secteur de l'alimentation écologique, vous essayez de comprendre le problème lié à X, Y, Z, est-ce que vous pouvez parler avec cette personne? Et c'est à la fin, une fois que vous avez pu échanger, donc vous avez répondu à vos questions, que vous dites donc merci beaucoup pour ces questions, enfin ces réponses. Je suis actuellement en train de mettre en place une solution qui permettrait de pouvoir faire X, Y, Z. Point. Voilà. Vous l'avez dit à la fin, vous ne l'avez pas dit au début. Donc, est-ce que ça vous semble clair, Lucia,
comme élément de réponse. D'accord. Ababakar Sidir Diop, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, je pense que la question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir la version électronique de ce cours? La version sera mise sur Let's Go, donc je vous inviterai à aller sur Let's Go dans la partie ressources, dans laquelle vous trouverez autant la vidéo donc enregistrée de cet appel que la présentation PowerPoint. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à cette problématique avant que je ne présente peut-être le livrable qu'il va falloir délivrer pour ça? Par rapport à cette question, je pense que l'idée, c'est de ne pas influencer la réponse de l'interlocuteur en donnant la solution au début de l'entretien. Exactement. C'est simplement pour ne pas orienter une fois de plus les réponses de l'interlocuteur, qu'on ne parle pas de la solution en amont. Mais vous pouvez, le fait de vous introduire en disant, bon, je ne sais pas, je suis X, Y, Z, je suis étudiant en tel, et en fait, je m'intéresse à la problématique, ben, en quoi est-ce que le fait de dire ça, enfin, pour moi, c'est une information qui est très complète. On n'a pas besoin de savoir que votre solution va avoir telle fonctionnalité, ça, si, ça. Vous voyez? Donc, je pense que c'est très bien de juste s'arrêter au fait que vous vous intéressez à la problématique de X et que vous souhaitez comprendre comment est-ce que ça se passe. Voilà, merci Malik Sarr pour ces inputs. Est-ce qu'on a d'autres questions? A priori, non. Je vais simplement partager avec vous, je vais vous présenter la fiche de livrable, le fichier livrable, pardon, que vous allez devoir remplir. Alors, nouveau partage. Voilà. Donc, je me gêne un peu. Alors, donc comme vous... Allô? Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est un fichier, donc fichier livrable étude de marché, qui est composé de différentes pages. Donc, on va aller voir chacune d'entre elles. Mais la première page, c'est, on va dire, l'évaluation des critères du marché. Ce qu'on vous demande de faire ici, c'est de répondre aux différentes questions en notant de 0 à 10. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est une méthode qui vous permet d'identifier l'attractivité d'un marché potentiel, okay, à travers 10 facteurs. D'accord? Donc, si le résultat est total ou égal à 50%, nous vous conseillons de revoir votre projet et de choisir une meilleure solution dans laquelle investir votre temps, votre argent et votre énergie. Si votre résultat est égal ou supérieur à 75, votre idée est très prometteuse, alors foncez. Si toute idée évaluée entre 50 et 75 peut être rentable, mais elle ne sera pas un coût de mettre sans un lourd investissement, alors réfléchissez. D'accord? Donc, en gros, il y a différents critères ici: l'urgence, la taille de marché, le possible prix, le coût d'acquisition, le coût pour délivrer la valeur, l'originalité, la rapidité de mise sur le marché, l'investissement initial, le potentiel de vente additionnelle et le potentiel de persistance. D'accord? Donc, à travers ces questions, bon, je ne vais peut-être pas toutes les lire parce que je pense qu'on est un peu pris par le temps. Là, il est déjà 11h23. On a commencé avec, il me semble, 10 minutes de retard, donc il me reste 13 minutes. Mais en tout cas, voilà, l'idée, comme il y a marqué dans l'énoncé, c'est qu'il faut que vous puissiez répondre à chacune des questions par rapport à votre projet de 0 à 10. Et si vous avez des résultats qui sont inférieurs à 50 au total, c'est peut-être justement qu'il y a des éléments qu'il faut pouvoir retravailler ou en tout cas qui nécessitent vraiment que vous puissiez repenser votre projet. D'accord? Donc, voilà un petit peu, comme j'ai dit, donc l'importance, ici on vous demande dans quelle mesure est-ce que votre offre répond à un besoin ou un désir immédiat. Là, il faut que vous évaluez de 0 à 10. 0 étant nul et
10 étant très important. Ici, on a la liste des hypothèses les plus importantes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en termes de formulation d'hypothèses, ici, il faut que vous puissiez identifier les éléments importants pour lesquels vous n'êtes pas sûr à 100%. C'est la définition même d'une hypothèse. Une hypothèse, c'est une information qu'on aimerait pouvoir valider parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Et du coup, il faut pouvoir ici évaluer et classer par ordre d'importance. Donc, niveau de sensibilité, il me semble que c'est par rapport au niveau d'importance, en fait. L'aspect crucial de ces hypothèses. Donc, ici, il faut que vous les mettiez. On a pris l'exemple tout à l'heure des livraisons. C'est mes clients achètent plus grâce aux réseaux sociaux, achètent plus des objets de déco grâce à Facebook que grâce au bouche à oreille, on va dire. Ici, l'hypothèse que vous essayez de valider, c'est de savoir est-ce que, en termes de canal de communication, le canal le plus efficace, c'est Facebook plutôt que le bouche à oreille. D'accord? Et les questions que vous allez poser, du coup, ça va être de comprendre aujourd'hui pour quelle raison ou grâce à quel canal vous arrivez à quel canal a une influence sur votre décision d'acheter des objets de déco. Voilà. Ça, c'est un exemple. Et enfin, on a des cartes de test et cartes d'apprentissage qui sont des éléments que vous devez compléter par rapport à chaque test que vous allez mener. D'accord? Donc, si aujourd'hui, l'un des tests, ça va être pour vous de faire des entretiens clients, le nom de test, ça va peut-être être entretien client avec agriculteur, assigné à Pendambai. La date limite pour les faire, c'est dans 10 jours. Et la durée du test, c'est peut-être 3 jours. Donc, votre hypothèse. Ici, vous mettez « nous croyons que », et ici, vous mettez le nom de l'hypothèse. Nous croyons que, peut-être, nos clients sont prêts à, à payer 3 000 francs pour être livrés en 10 minutes. Voilà, c'est une hypothèse. Vous essayez, vous savez pas si les gens sont prêts à payer 30 000 francs pour être livrés en 10 minutes. Ok? C'est une hypothèse. Pour le vérifier, nous allons interroger. Nous allons interroger 10 clients qui font appel à des services de livraison régulièrement. Au moins 3 fois par semaine. D'accord? Donc, en faisant ça, en fait, vous voyez que j'ai segmenté, je n'ai pas juste parlé aux gens qui font de la livraison. Enfin, je n'ai pas juste parlé aux clients, entre guillemets lambda, je n'ai pas parlé aux Sénégalais. J'ai parlé à un segment spécifique qui est le segment qui est les personnes qui font appel à des services de livraison de manière régulière. Pardon, je perds ma voix. Alors, pourquoi? Parce qu'une personne qui va utiliser un service de livraison régulièrement, c'est peut-être pour elle très important d'être livrée, je ne sais pas, en 10 minutes, alors qu'une personne qui utilise une fois tous les 500 ans, ce n'est pas si important. D'accord? Donc là, une fois de plus, je réfléchis à voix haute et je l'ai juste mis là comme ça. Donc, ça va être à vous de l'adapter en fonction de vos hypothèses et surtout de vos projets. Indicateurs, mesurer. Donc, pour le vérifier, nous allons interroger 10 clients qui font appel à des services de livraison régulièrement et mesurer l'appétence, je sais pas, des clients à, non, on va dire
la possibilité pour les clients, la possibilité des clients de payer 5, la possibilité des clients, on va dire, de payer, j'ai été déconcentrée, je m'excuse, 3 000 francs par livraison. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, l'hypothèse est valide si, et là, c'est quelque chose que vous devez déterminer vous, l'hypothèse est valide si 70%, voilà, 70% des personnes interrogées, 70% des personnes interrogées, 70% des personnes interrogées affirment payer des courses express affirment avoir déjà payé, affirment payer, on va dire régulièrement, des courses express à plus de 3 000 francs. OK, d'accord? Donc là, vous voyez comment j'ai formulé mon hypothèse, enfin ma carte de test. Nous croyons que nos clients sont prêts à payer 3 000 francs pour être livrés en 10 minutes. Pour le vérifier, nous allons interroger 10 clients qui font appel à des services de livraison régulièrement, au moins 3 fois par semaine, et mesurer la possibilité pour les clients de payer 3 000 francs la livraison. L'hypothèse est validée si 70% des personnes interrogées affirment payer régulièrement des livraisons express plus de 3 000 francs. Vous voyez, c'est très structuré, c'est très simple, on sait ce qu'on veut faire. Donc, après avoir rempli ça, vous allez aller à la rencontre de ces clients-là, vous allez leur demander, vous allez savoir en fait, est-ce que effectivement c'est vrai. Et si à l'issue de ce test, vous savez que 70% d'entre eux, c'est-à-dire 7 personnes, affirment payer régulièrement des courses express à plus de 3 000 francs, bah, ça veut dire que l'hypothèse est validée. Okay, et donc, une fois que vous avez fait ça, du coup, après les entretiens, donc ça s'appelle la carte d'apprentissage, vous allez compléter ici et restituer en fait si l'hypothèse a été vraie ou pas. Donc, nous croyons que, on peut reprendre ici, hein, nous croyons que nos clients sont prêts à payer X, Y, Z. Collé. Voilà. Nous avons observé que, je sais pas, nous avons observé que les clients sont de plus en plus je sais pas, je dis au hasard, dépendants des services. Je dis vraiment, là, je réfléchis à voix haute un peu, donc c'est un peu des services de livraison. Là, vous mettez en fait les observations que vous avez faites, quoi. Voilà, donc là, je mets ça. Apprentissage. De là, nous apprenons que bah, je sais pas, seulement 20% des clients payent régulièrement des livraisons à 3 000 francs. D'accord? Donc là, c'est ce que vous avez appris. Et par conséquent, en termes de décision et d'action, dès lors, nous allons, là, c'est vraiment à vous de déterminer. Soit vous allez juste vous focaliser sur ces 20% de clients qui paient régulièrement la livraison, ou bien soit vous allez vous dire, OK, 20% du marché, c'est pas beaucoup. Nous, on veut avoir une part de marché plus importante, donc vous allez réduire le prix de la livraison express. D'accord. Dès lors, nous allons réduire nos prix
de livraison express. Voilà comment on remplit les cartes d'hypothèse, enfin les cartes de test et les cartes d'apprentissage. Vous en avez autant ici que vous en avez d'hypothèses, d'accord? Donc, voilà un petit peu ce que vous avez compris. Est-ce que vous avez compris un peu le fonctionnement de ces livrables-là? Et est-ce que vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de conversation. Il y a PC UVS qui demande est-ce que la fiche a été partagée sur Let's Go. Je parle sous le contrôle de Day. Je pense qu'elle est en ligne. Elle est en ligne. Les fiches sont dans la partie documents de l'onglet ressources. Toutes les fiches, ils sont. Ok, donc, les fiches sont déjà Je vais vous les présenter tout à l'heure. Je vais laisser du coup Ndei juste présenter. Je te passe tout de suite les accès Ndei. Ah, mais tu as déjà les accès, il me semble. Pour pouvoir montrer sur Let's Go les tâches qui doivent être faites. Et ensuite, on va... Tu as fini? Oui, j'ai fini, c'est bon. Ok, 2 secondes, je prends mon ordinateur. Alors. Adja, est-ce que tu peux répondre à la dernière question si ce n'est pas fait? Là, j'ai déjà répondu. Ah, ok, c'est bon. Ok. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, donc là, je suis sur drfj.letsgo.io. Donc, je suis principalement sur le programme UVS, site UVS. Donc là, il y a des programmes. Bon, ça, vous ne le voyez pas. Donc, vous ne voyez que le programme qui vous concerne. Je vais prendre l'exemple de SMT qui est en premier. Donc, sur la partie ressources. Donc, les ressources, si vous cliquez sur l'onglet ressources, vous tomberez directement sur la partie documents. Donc, les livrables que Adja vient de vous présenter, ils sont tous. Donc, Canva script d'interview, qui est ajouté 2 fois, mais ce n'est pas grave. Donc, livrable technique de test. Le Canva d'interview script, en fait, il y a, là aussi, c'est un document support qu'on a partagé parce qu'il y a 2 types de scripts. Quand vous parlez à des professionnels et quand vous parlez à des clients B2C. Donc, c'est les deux Canva différents, en fait. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est ajouté 2 fois. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a la différenciation? Oups, je l'ai téléchargé, mais on ouvre pour voir. Donc, voilà, là, c'est le B2C, donc l'autre, c'est le B2B. Donc, il y en a 2, et là, il y a le fichier Excel avec les différentes feuilles que Adja vient de présenter. Donc, vous allez devoir les télécharger, travailler dessus en mode offline et les charger à nouveau sur votre plan de travail. Donc, là, vous avez les trois documents que vous allez télécharger, d'accord? Après, sur votre plan, donc, qui est là? Je prends l'exemple d'un projet. La personne qui a posé la question qui est sur UVS, c'est quoi son projet? J'ai pas vu le nom de la personne. Ok, bon. Je prends un projet de UGB, peut-être que je maîtrise le mieux. Ok, donc là, je prends n'importe quel projet par hasard. EasyBand à créer. En tout cas, après avoir téléchargé les documents, vous irez sur la partie plan de travail, donc dans accompagnement, dans To Do. Vous avez là les tâches qui sont ajoutées. Donc là, il y a 6 tâches qui sont ajoutées. La première, c'est l'identification de 10 potentiels clients et mener un entretien qualitatif en vous appuyant sur votre script d'interview. Donc, le script d'interview, vous l'avez
télécharger. Et vous pouvez toujours aussi faire référence à la présentation de Adja pour vous souvenir de ce dont on veut vraiment parler. Et il y a la description, donc listez et contactez 10 de votre clientèle cible qui souffrent du problème que vous voulez résoudre. Donc Adja en a déjà parlé. Contactez-les et demandez-leur 10 à 30 minutes pour discuter de manière décontractée. Donc suivez votre script sans pour autant en être prisonnier. Donc là sont les explications et à la fin, vous devrez prendre note pour chaque interview. Donc vous allez charger 10 interviews. Donc des notes issues de 10 interviews. Vous pouvez, c'est à vous de voir si vous dupliquez la page 10 fois ou bien je pense que c'est mieux de dupliquer la page 10 fois que de vouloir mettre 10 réponses sur un seul canevas parce que ça risque de charger le canevas et le traitement peut être compliqué. Donc, vous pouvez dupliquer le canevas 10 fois en le gardant sur le même document et après l'avoir fait, vous le chargez. C'est donc ajouter, vous ajoutez et vous chargez les 10 notes qui sont quelque part sur votre ordinateur. Donc, lorsque c'est fait, vous allez mentionner que cette tâche-là est faite. Donc, vous allez copier et mettre sur terminé. Quand c'est en cours, vous pouvez mettre sur en cours. Donc, c'est ça. Donc, pour les autres tâches, c'est préparer votre script d'interview, remplir les cartes d'apprentissage. Non, la deuxième tâche, c'est remplir les cartes tests pour les 5 hypothèses les plus sensibles et critiques à vos yeux. Donc, les cartes tests, Adja vous les a expliquées. Donc, vous allez devoir remplir les cartes tests pour 5 hypothèses. Donc, une carte test par hypothèse. Après, identifier maximum 10 potentiels clients et mener un entretien qualitatif. Oui, ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, préparer le script d'interview, remplir les cartes d'apprentissage sur la base des interviews qui sont réalisées et autres tests réalisés. Donc, pour chaque tâche, si vous cliquez dessus, vous aurez la description, donc ce qui est attendu de vous, les livrables que vous allez devoir envoyer et les livrables documents, il faut juste cliquer sur la pigeon ajouter, vous chargez le document et quand c'est fait, vous déplacez la tâche sur terminé. Quand c'est en cours, vous mettez sur en cours. Et pour chaque tâche, vous avez la deadline, donc le dernier délai auquel vous devez effectuer cette tâche. Alors, peut-être juste pour compléter aussi par rapport à ce que tu viens de dire, Ndeye, ce serait peut-être aussi plus simple d'ajouter les livrables dans mes documents. Ça permet de pouvoir plus, en fait, mieux voir, en fait, les différents livrables plutôt que dans mes tâches. Si on met dans mes tâches, on ne verra pas forcément bien. Alors, je ne pense pas qu'ils ont la possibilité d'ajouter les documents parce que là, ce sont les documents que moi j'ajoute. Là, c'est ressources. Là, dans ressources, va dans accompagnement. Oui, tu as raison. Tu as raison. Donc, dans mes documents, peut-être vous allez juste renommer le document pour montrer que ce document-là correspond à telle tâche. C'est ça. Donc, là, c'est vrai que c'est plus facile à traiter pour nous. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça ici ou bien sur la tâche. Donc, à vous de voir. Mais si vous mettez ça ici, donc tous mes documents, il y a mes livrables. Donc, de préférence, vous mettez ça sur mes livrables et vous renommez le document au même titre que la tâche qui est ajoutée. Comme ça va nous permettre de voir très facilement les références et vous envoyer nos retours. C'est ça. Donc, les tâches sont ajoutées pour tous les programmes ESMT, ESP, UGB. Pour UVS, il y a juste une dernière tâche à ajouter que j'ai ajoutée là, mais vous avez accès aux documents qu'Adja vient de présenter, sauf la présentation de la formation qu'on va ajouter juste après. Sinon, vous avez tous les documents et les tâches. Donc là, j'en ai rempli 3, il reste juste 3 dernières à remplir. Sinon, pour tous les autres programmes, c'est déjà fait. Super. Est-ce que vous avez des questions?
Non, pour moi, c'est assez clair. Merci beaucoup. D'accord, super. Ouais. J'espère que ça a été clair. J'espère que ça a été utile. À la fin, je perdais ma voix, mais bon. Donc, si c'est clair, c'est clair. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Très rapidement, comme ça, je réponds à vos questions.